Un puissant milliardaire utilisa son influence pour accuser à tort sa fidèle gouvernante d'avoir volé un héritage familial inestimable, un crime qu'elle n'avait pas commis. Avec l'aide d'un juge corrompu, il s'assura qu'elle soit condamnée à 15 ans de prison sans preuve réelle et sans véritable procès équitable. Tout le monde l'a cru coupable, jusqu'à ce que le propre fils de 8 ans du milliardaire commence à se demander ce qui s'était réellement passé. Ce que le garçon allait découvrir exposerait un réseau de mensonges, ébranlerait le système judiciaire et changerait leur vie à jamais. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. Ah, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, cela nous fait toujours plaisir de le savoir. Richard Dubois se réveilla tôt ce matin-là, comme il le faisait habituellement lors des journées importantes. Un grand événement était prévu dans son domaine, une réception privée avec un cercle d'investisseurs fortunés. Tout devait être parfait. Richard voulait les impressionner non seulement par sa richesse et ses projets, mais aussi par l'histoire et la puissance associées au nom de la famille Dubois. Il parcourut les vastes couloirs de son hôtel particulier parisien, vérifiant chaque détail. Le jardin était impeccable, le personnel était prêt, et les cuisines avaient déjà commencé à préparer les mets les plus raffinés. Avant de rencontrer ses invités, Richard décida de prendre un moment pour lui-même et entra dans la bibliothèque de la maison. Cette pièce était très spéciale à ses yeux. Elle regorgeait de souvenirs de livres rares et de précieuses collections. Mais son bien le plus important était une montre de poche en or placée sous une vitrine de verre. Elle avait appartenu à son père et symbolisait tout ce que sa famille avait construit. Lorsque Richard entra dans la bibliothèque, il se dirigea immédiatement vers la vitrine pour contempler la montre comme il le faisait souvent avant les grands moments. Mais, cette fois, quelque chose n'allait pas. La vitrine était ouverte et la montre avait disparu. D'abord, il pensa qu'il se trompait. Il regarda autour de lui croyant que quelqu'un l'avait peut-être déplacée pour la nettoyer ou la réparer, mais il n'y avait ni mot ni signe de son déplacement. Le cœur de Richard s'emballa. La montre n'avait jamais quitté cet endroit. Elle était unique. Il appela aussitôt son personnel. L'équipe de sécurité, les femmes de chambre et les assistants se rassemblèrent, tandis qu'ils demandaient qui était entré dans la bibliothèque ce matin-là. Personne n'avait rien remarqué d'inhabituel. Chacun affirmait avoir été occupé à préparer la réception. Richard reposa la question plus fort et plus agressif cette fois. Il était choqué et furieux. Ce n'était pas seulement un objet perdu. C'était une perte intime et profondément symbolique. Après avoir interrogé plusieurs membres du personnel, Richard apprit qu'une seule personne était entrée dans la bibliothèque ce matin-là, Émilie la gouvernante. Elle y était passée pour épousseter les meubles et laver le sol comme elle le faisait chaque jour. Richard la fit appeler immédiatement. Émilie se montra confuse et nerveuse. Elle travaillait pour la famille Dubois depuis plusieurs années et n'avait jamais eu de problème auparavant. Quand Richard l'interrogea directement à propos de la montre, elle parut stupéfaite. Elle répondit qu'elle n'avait même pas remarqué la vitrine et qu'elle n'avait rien touché. Sa voix tremblait, mais ses paroles étaient claires. Elle affirma qu'elle ne volerait jamais la famille. Elle tenta de s'expliquer, mais Richard refusa de l'écouter. Son émotion était trop forte. Il était convaincu qu'elle mentait, et cela le blessait encore plus. Il lui avait fait confiance, et à présent il se sentait trahi. Richard ne voulut pas attendre une enquête, ni aucune procédure officielle. Il prit une décision rapide et définitive. Il accusa Émilie d'avoir volé la montre en or. Il affirma qu'elle l'avait fait par cupidité, croyant pouvoir s'emparer d'un objet précieux et s'en tirer. Le visage d'Émilie devint livide. Elle essaya de parler, mais Richard ne la laissa pas finir une phrase. Il était trop en colère pour entendre sa version. Il déclara qu'elle avait pris quelque chose qui ne pourrait jamais être remplacé, non pas pour sa valeur marchande, mais pour ce qu'il représentait. La montre lui rappelait son père, les moments d'enfance, les longues discussions sur les affaires. Pour lui, tout cela venait d'être bafoué. Le reste du personnel observa en silence. Personne n'osa la défendre. Richard était le maître et, dans cet état, nul ne pouvait le raisonner. Émilie reçut l'ordre de quitter immédiatement la maison. Un agent de sécurité fut chargé de la raccompagner hors de la propriété. Elle sortit, sans un mot, tentant de ne pas pleurer. Elle jeta un dernier regard vers l'hôtel particulier avant que le portail ne se referme derrière elle.
Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se produire. Il n'y avait eu aucune preuve, aucune chance de se justifier. Son emploi, son logement et sa réputation venaient de lui être arrachés en quelques minutes. Encore furieux, Richard ordonna que la police soit contactée. Il exigea qu'un procès-verbal complet soit rédigé et qu'une enquête soit ouverte. Il demanda aussi que des caméras de surveillance supplémentaires soient installées même si la maison en comptait déjà beaucoup. Il ne faisait plus confiance à personne. Pour lui, la trahison avait déjà eu lieu. Dans son esprit, Émilie était coupable et personne ne pouvait le convaincre du contraire. Il se sentait seul en colère et plus protecteur que jamais envers tout ce que sa famille lui avait laissé. Au fil de la journée, les invités arrivèrent inconscients du drame qui s'était joué quelques heures plus tôt. Richard tenta de cacher ses émotions et de se concentrer sur la réception. Il accueillit chacun avec courtoisie, prononça des discours et parla de l'avenir de l'Empire du Bois. Mais son esprit revenait sans cesse à la montre disparue. L'espace vide dans la vitrine ressemblait à un trou dans son cœur. Émilie était partie, mais le problème n'était pas résolu. La montre n'avait pas été retrouvée et personne n'avait de réponse. Malgré les mets raffinés, la musique et les costumes élégants, quelque chose s'était brisé dans la maison. À la fin de la soirée, Richard resta près de la bibliothèque, fixant l'endroit où la montre se trouvait autrefois. Il se sentait à la fois fier en colère et profondément triste. Et ainsi, la tragédie avait commencé, bien que personne ne mesurât encore jusqu'où elle irait. Après l'incident de la montre disparue, Richard Dubois ne perdit pas de temps. Il voulait des résultats rapides. Utilisant son argent et ses contacts, il passa quelques coups de fil à des personnes influentes du système judiciaire. Richard avait des connexions puissantes, notamment le juge Moreau, un vieil ami de ses débuts en politique. En quelques heures, Richard parvint à organiser une procédure accélérée. Il fit comprendre à tous qu'il s'agissait d'une affaire urgente. Il voulait clore le dossier et envoyer un message clair volé chez lui aurait des conséquences. Richard affirma aux autorités qu'Émilie avait trahi sa confiance et bafoué la famille. Peu lui importait qu'il n'y ait pas de véritable enquête. Son orgueil était blessé et cela lui suffisait. Autour de lui, chacun se sentit sous pression et préféra se plier. Personne n'osait contredire Richard. Son influence était telle que les choses allèrent plus vite qu'elles n'auraient dû. Émilie fut arrêtée et emmenée avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait. Elle n'avait pas les moyens de payer un avocat et personne au domaine du bois ne chercha à l'aider. En quelques jours à peine, elle se retrouva devant un tribunal effrayée et perdue. Tout autour d'elle sonnait faux. La salle d'audience était remplie de gens qui ne la regardaient pas avec respect. Elle n'avait personne à ses côtés pour défendre ses droits. Un avocat commis d'office lui fut attribué, mais il connaissait à peine son nom et ne semblait pas intéressé par son histoire. Elle tenta de s'expliquer, affirmant qu'elle n'avait jamais touché la montre, mais personne ne l'écouta vraiment. Pour elle, il était évident que la décision avait déjà été prise. Richard s'assit calmement, observant le procès se dérouler exactement comme il le voulait. Émilie se sentit petite, impuissante et totalement seule. Le juge Moreau entra dans la salle vêtu de sa robe noire et tenant des dossiers. Il avait l'air sérieux, mais beaucoup trop familier avec Richard. Au lieu d'agir avec impartialité, il jetait régulièrement à Richard des regards complices, comme s'ils conversaient encore entre amis. Au cours du procès, Richard parla d'une voix forte et assurée. Il décrivit Émilie comme une personne autrefois loyale, mais devenue avide. Il déclara qu'elle avait profité de la confiance de la famille. Il utilisa un langage émotionnel évoquant la montre comme un symbole de tout ce que son père représentait. Bien qu'il n'y eût aucune preuve tangible, ni empreinte, ni vidéo, ni témoin, la version de Richard fut prise au sérieux. Les rares témoignages qui tentèrent de défendre Émilie furent jugés faibles et ignorés. Le juge ne posa pas de questions difficiles. Lorsque des contradictions apparurent, personne ne creusa. Tout semblait orchestré. Émilie resta debout, silencieuse, comprenant que la vérité n'avait aucune importance dans cette salle. Après une courte suspension, le juge revint et prononça le verdict. Le tribunal déclarait Émilie coupable de vol aggravé. La sentence tomba comme un coup de massue, 10 ans de prison. Émilie étouffa un cri. Elle voulut parler, mais les gendarmes s'avançaient déjà vers elle. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle regardait autour d'elle, espérant que quelqu'un interviendrait. Mais chacun semblait trop apeuré ou trop aveugle pour agir. Richard ne montra aucune émotion.
Pour lui, l'affaire était réglée. Il croyait avoir protégé le nom de sa famille et envoyé le bon message. La salle d'audience resta silencieuse, mais ce silence n'avait rien de juste. Ce n'était pas celui de la justice rendue, mais celui d'une injustice acceptée. Émilie fut emmenée toujours sous le choc. Elle avait l'impression que toute sa vie venait d'être effacée en un seul après-midi. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Au dernier rang, le fils de Richard Olivier, âgé de 8 ans, observait attentivement. Il était venu avec sa nourrice et personne ne lui prêta attention. Mais Olivier lui avait tout écouté. Il se souvenait d'Émilie. Elle avait toujours été gentille avec lui apportant des goûters et l'aidant à retrouver ses jouets perdus. Elle faisait partie des rares personnes de la maison qui s'étaient toujours occupées de lui avec une véritable bienveillance. En la voyant pleurer et se faire emmener, Olivier ressentit une étrange douleur dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Jamais il n'avait vu son père aussi froid. Le fait que tout le monde évite de poser des questions le dérangeait profondément. Il ne savait pas encore l'expliquer, mais il sentait que tous avaient ignoré quelque chose d'important. Ce jour-là, Olivier ne prononça pas un mot, mais au fond de lui, il fit une promesse silencieuse. Il commencerait à prêter davantage attention à la vérité. En quittant le tribunal, Richard marchait devant fier et satisfait. Il parla brièvement au juge, le remerciant d'avoir agi rapidement. Le personnel qui l'accompagnait resta muet. Personne ne mentionna plus Émilie. C'était comme si elle avait été effacée de l'histoire familiale. Mais Olivier, lui, n'oublia pas. Il ne cessait de penser à ses yeux pleins de peur et de confusion. Sur le chemin du retour, il posa de petites questions à sa nourrice, mais celle-ci lui répondit de ne pas s'inquiéter. Malgré tout, il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Ce soir-là, tandis que les adultes célébraient ce qu'ils considéraient comme un succès, Olivier resta dans sa chambre, rejouant la journée dans son esprit. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose clochait. La façon dont son père contrôlait tout ne ressemblait pas à une véritable justice. Les larmes d'Émilie n'avaient rien de celles d'une coupable. C'étaient des larmes de douleur. Et ainsi, même si personne ne le remarqua, Olivier décida discrètement de rester vigilant à partir de ce moment-là. Après le procès, Émilie fut incarcérée. Les premiers jours furent les plus durs. Elle pleura souvent, se sentit malade et mangea à peine. Mais bien qu'anéantie intérieurement, quelque chose en elle refusait de céder. Elle savait qu'elle était innocente. Aussi désespérée que la situation paraissait, elle ne pouvait pas laisser Richard gagner par le mensonge. Assise seule dans sa cellule, elle se remémora son passé, sa vie, avant de travailler au domaine du bois. C'est alors qu'elle pensa à Marguerite. Elles avaient été amies d'enfance. Marguerite avait toujours été intelligente, curieuse et courageuse. Des années auparavant, elle avait travaillé comme experte médico-légale auprès de la police et avait aidé à résoudre de nombreuses affaires importantes. Émilie ne l'avait pas vue depuis longtemps, mais elle sentit que c'était son dernier espoir. Elle écrivit une lettre depuis la prison et attendit. Quelques jours plus tard, elle fut enfin autorisée à une visite extérieure sous surveillance. Sa destination, la petite maison de Marguerite. Celle-ci vivait loin de la ville, dans un endroit calme, entouré de plantes. Quand elle ouvrit la porte et aperçut Émilie, son expression changea immédiatement. Émilie paraissait fatiguée, amaigrie, triste. Elles s'étreignirent et Émilie éclata en sanglots. À l'intérieur, elles s'assirent et parlèrent pendant des heures. Émilie raconta tout à Marguerite, la montre disparue, le procès expédié, le juge corrompu et la condamnation à 15 ans. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais touché à la montre et qu'elle ignorait sa disparition jusqu'à ce que Richard l'accuse. Marguerite écouta attentivement sans l'interrompre. Elle prit des notes, posa quelques questions. Puis Émilie mentionna un détail qui lui était revenu récemment. Il y avait toujours un tissu blanc posé sur la vitrine où la montre était conservée. Ce tissu servait habituellement au personnel à protéger la vitre de la poussière. Or, ce tissu avait disparu le jour du vol. Ce détail éveilla aussitôt l'attention de Marguerite. Elle se pencha et demanda plus de précision. Émilie affirma se souvenir que le tissu était bien en place la veille du vol, mais que le matin où la disparition fut constatée, il n'y était plus. Marguerite réfléchit longuement et formula une hypothèse. Si le véritable voleur avait utilisé ce tissu pour manipuler ou cacher la montre, et s'il avait été nerveux ou pressé, il avait pu se blesser ou laisser quelque chose derrière lui, peut-être des cellules de peau, ou même une trace de sang. Ce tissu pouvait contenir une preuve ADN. Même si la police refusait d'enquêter si elle retrouvait ce tissu, Marguerite
pourrait effectuer elle-même des analyses. Elle possédait encore une partie de son ancien matériel. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent d'un regain d'espoir pour la première fois depuis des semaines. C'était une petite piste, mais elle paraissait concrète. Quelque chose qu'elle pouvait vraiment utiliser. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est qu'elle n'était pas seule. Juste derrière la fenêtre entr'ouverte cachée derrière un arbre se tenait Olivier. Il avait secrètement suivi Émilie en apprenant qu'elle quittait la prison pour une visite. Depuis le procès, il gardait ses doutes pour lui, mais sa curiosité s'était renforcée. Il voulait en savoir plus, alors il décida de la suivre en secret. Lorsqu'il la vit entrer dans la maison de Marguerite, il attendit. La fenêtre étant légèrement ouverte, il pouvait entendre des bribes de leur conversation. Il écouta Émilie parler du tissu. Le mot « tissu blanc » resta gravé dans son esprit. Soudain, un souvenir jaillit. Olivier avait déjà vu ce tissu pas une seule fois, mais plusieurs dans la maison. Il se rappelait l'avoir aperçu plié soigneusement sur une étagère, puis plus tard à un endroit étrange. Il ne parvenait pas encore à se rappeler où exactement, mais il savait que c'était important. Il continua d'écouter concentré. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, Marguerite expliqua quel type d'analyse pouvait être effectuée sur le tissu si elle le retrouvait. Elle parla d'ADN et de la manière dont une empreinte génétique pourrait démontrer que quelqu'un d'autre avait manipulé la montre. Émilie demanda combien de temps l'ADN pouvait se conserver et Marguerite répondit « Ça dépend. Mais si le tissu n'a pas été lavé ou jeté, il peut encore contenir des traces exploitables. » Elles convinrent que la première étape serait de fouiller la maison ou tous les endroits où le tissu aurait pu être déplacé. Émilie promit d'essayer de se souvenir si elle l'avait vu réapparaître. Marguerite s'engagea à l'aider quoi qu'il arrive, elle croyait en l'innocence d'Émilie. Elles rédigèrent un plan. Première étape, obtenir de nouveau l'accès au domaine. Deuxième étape, retrouver le tissu. Troisième étape, faire analyser l'échantillon. Émilie se sentit nerveuse, mais pleine d'espoir pour la première fois, elle n'était plus seule dans ce combat. Dehors, près de la fenêtre, Olivier recula lentement. Il ne voulait pas être découvert, mais son esprit était bouleversé par de nouvelles pensées. Il croyait maintenant encore davantage en l'innocence d'Émilie. Elle ne lui semblait pas menteuse. Elle paraissait honnête, effrayée et désespérée de prouver la vérité, et cette histoire de tissu avait un sens. Il se remit à rejouer dans sa tête les jours entourant le vol. Il se rappela être passé devant la lingerie où les femmes de ménage rangeaient les produits et instruments de nettoyage. Voilà le tissu. Il l'avait vu jeté dans le panier au coin, près de l'escalier de service, un endroit que personne ne nettoyait souvent. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention, mais maintenant, cela lui semblait important. Il regarda la maison une dernière fois, puis se dirigea vers la route principale, persuadé que ce tissu serait la clé. Et désormais, il savait exactement où chercher. Olivier rentra chez lui à pas prudents, le cœur battant. Les conversations qu'il avait entendues chez Marguerite tournaient en boucle dans sa tête. Il devait faire attention si quelqu'un le voyait agir de façon étrange, des questions seraient à poser. Silencieusement, il entra par la porte de service de l'hôtel particulier. Personne ne le remarqua. La plupart du personnel était occupé et son père se trouvait sans doute dans une autre pièce au téléphone ou avec des invités. Olivier marcha vers le bureau de son père. Cette pièce était habituellement interdite, mais il y était déjà entré quelques fois auparavant. Il poussa lentement la porte et entra. La pièce était calme, remplie de livres et d'armoires. Il se souvint d'un détail aperçu plus tôt dans la semaine. Derrière un petit meuble en bois, il y avait un emplacement que l'on touchait rarement. Lentement, il écarta quelques dossiers et ouvrit le compartiment inférieur. À l'intérieur, plié soigneusement, se trouvait le tissu blanc. Il le prit avec des mains tremblantes. Une tache rouge, sèche et sombre maculait le tissu. Au premier abord, cela aurait pu être du vin ou quelque chose renversé en cuisine. Mais Olivier s'approcha et réalisa que l'odeur ne ressemblait pas à celle d'un aliment. Ce n'était pas la couleur ni la texture d'une boisson non plus. À cet instant, sa mémoire revint avec force. Quelques jours avant que la montre ne soit signalée disparue, alors qu'il jouait près du couloir de service, il avait vu sa sœur aînée Charlotte passer en courant, jetant des regards par-dessus son épaule. Elle tenait quelque chose de petit enveloppé dans un tissu blanc. Elle semblait nerveuse. Elle ne lui avait rien dit et était montée rapidement à l'étage. Olivier n'y avait pas prêté attention sur le moment. Mais maintenant, tenant dans le bureau ce qu'il croyait être le même tissu, tout s'éclairait. La tache n'était pas qu'une trace, c'était du sang.
Olivier ne savait pas exactement ce que Charlotte avait fait, mais il était désormais certain qu'Émilie disait la vérité. Ce n'était pas elle qui avait pris la montre. Quelqu'un d'autre l'avait fait et la personne qui avait utilisé ce tissu avait laissé une preuve. Sa sœur avait dû se blesser en manipulant la montre, peut-être l'avait-elle fait tomber, s'était-elle entaillée avec la vitrine ou le métal. Un mélange d'émotions l'envahit, peur, confusion, colère. Mais par-dessus tout, il sentit l'urgence d'agir. Il ne pouvait pas garder cela pour lui. Il replaça le tissu exactement comme il l'avait trouvé, puis le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il ne voulait pas le laisser où quelqu'un pourrait le détruire. Il savait qu'il devait le porter à Marguerite. Elle saurait comment le faire analyser et prouver que le sang n'appartenait pas à Émilie. C'était risqué, mais sa décision était prise. Même s'il n'était qu'un garçon, Olivier comprenait le danger. Son père détenait beaucoup de pouvoir. Si Richard découvrait ce que son fils faisait, il pourrait se mettre en colère, voire le punir. Pourtant, il s'en moquait. Quelque chose en lui disait que c'était trop important pour rester silencieux. Émilie n'avait pas mérité d'être enfermée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle avait toujours été gentille avec lui, l'ayant traité comme une vraie personne, pas seulement comme le fils du patron. Il ne supportait pas l'idée qu'elle souffre tandis que le véritable voleur se promènerait librement. Olivier se fit un plan dans sa tête: partir tôt le lendemain, avant que quelqu'un ne s'en aperçoive, et emmener le tissu chez Marguerite exactement comme Émilie l'avait fait. Il avait économisé assez d'argent reçu pour ses anniversaires, afin de payer un taxi, si nécessaire. Il pensa aussi à ce qu'il pourrait dire si quelqu'un l'arrêtait, mais il espérait que personne ne le ferait. Ce soir-là, Olivier cacha le tissu sous son lit, derrière une pile de livres. Il vérifia sa chambre 2 fois pour s'assurer que personne ne l'avait suivi. Pendant le dîner, il s'assit à table avec son père et sa sœur. Charlotte resta silencieuse et évita tout regard. Elle toucha à peine à son assiette. Richard parla de réunions d'affaires et de projets futurs, comme si de rien n'était. Olivier lui demeura muet, feignant d'écouter. À l'intérieur, son esprit bouillonnait. Il se demandait ce qui arriverait s'il confrontait Charlotte, mais il ne s'en sentait pas encore capable. Il avait besoin de preuves solides, irréfutables. Il l'observa attentivement. Elle paraissait tendue, peut-être effrayée. Il remarqua un petit pansement sur sa main qu'elle tentait de dissimuler. Cela ne fit que le conforter dans ses soupçons. Après le dîner, il alla directement se coucher et régla le réveil de son petit réveil digital. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais il était prêt à essayer. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Olivier s'habilla en silence. Il prit le tissu, enfila sa veste et sortit par la porte de service. Il ne laissa aucun mot. Il ne dit à personne où il allait. Il marcha d'un pas décidé, tenant le tissu serré dans sa poche. Les rues étaient encore vides, l'air était froid. Il trouva un taxi au coin de la rue et donna au chauffeur l'adresse de Marguerite. Pendant le trajet, il garda le tissu serré dans sa main. Il ne regarda pas par la fenêtre, ne dit pas un mot. Il ne pensait qu'à Émilie et à la manière dont ce simple morceau de tissu pourrait tout changer. Quand le taxi s'arrêta, il paya le chauffeur et se dirigea vers la maison de Marguerite. Il frappa à la porte. Au bout d'un moment, elle ouvrit. Surprise de le voir, elle le fit entrer. Olivier sortit le tissu de sa poche et dit « Je crois que cela peut t'aider ». Il se sentait nerveux, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Sans perdre de temps, il le lui tendit et expliqua tout comment il l'avait trouvé dans le bureau de son père, comment il se souvenait avoir vu Charlotte tenir quelque chose enveloppé dans le même tissu et pourquoi il était certain qu'il y avait une tache de sang. Marguerite écouta attentivement, prenant le tissu avec précaution et le posant sur la table. Elle regarda Olivier avec respect. « Tu as fait quelque chose de très courageux », lui dit-elle. Elle promit de garder sa visite et le tissu secret. Elle ne voulait alerter personne, surtout pas Richard. Marguerite expliqua qu'elle avait encore quelques anciens contacts travaillant dans des laboratoires médico-légaux. Elle enverrait le tissu à l'un d'eux en toute discrétion et veillerait à ce que rien ne remonte jusqu'à Olivier. Il acquiesça encore nerveux. Plus tard dans la journée, Marguerite emballa soigneusement le tissu et contacta un vieil ami de ses années de criminalistique. Elle lui expliqua la situation sans donner de nom. Son ami accepta de réaliser les tests discrètement, sans aucun document officiel. Marguerite envoya le paquet sous un nom d'expéditeur fictif pour qu'il reste intraçable. De retour au domaine du bois, Olivier rentra chez lui en faisant semblant de n'avoir rien fait. Il croisa son père dans le couloir, qui lui jeta un bref regard.
Richard remarqua qu'Olivier paraissait distrait ces derniers temps, mais il n'y prêta pas grande attention. Il se dit que le garçon était simplement encore bouleversé par toute l'affaire concernant Émilie. Après tout, ce scandale avait secoué la maison. Richard pensait que cela finirait par s'apaiser. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Olivier avait commencé à voir les choses différemment. L'enfant ne lui faisait plus confiance de la même façon. Quelque chose en lui avait changé depuis le procès. Pendant ce temps, Charlotte agissait de plus en plus étrangement. Elle restait silencieuse au repas, passait la plupart de son temps enfermée dans sa chambre et fuyait toute conversation au sujet de la montre volée. Chaque fois que quelqu'un mentionnait Émilie, Charlotte baissait les yeux ou changeait de sujet. Olivier remarquait tout. Il l'observait attentivement, mais ne disait rien. Il se sentait pris au milieu de quelque chose de grave. Il n'arrivait pas à croire que sa propre sœur puisse être impliquée et que son père couvre peut-être l'affaire volontairement ou en refusant de poser les bonnes questions. La pression montait en lui. Il avait envie de crier, mais il savait que ce n'était pas le moment. Marguerite lui avait dit d'être patient, d'attendre les résultats. Mais la patience était difficile. À la télévision, les journaux parlaient encore d'Émilie. Les reporters la traitaient de voleuse. Certains quotidiens publiaient sa photo avec des titres cruels. Olivier ne supportait pas de regarder, mais il ne pouvait pas non plus détourner les yeux. Il se sentait en colère, triste et perdu à la fois. Le pire était de constater qu'aucun adulte ne semblait se soucier de la vérité. Le personnel de maison gardait le silence. Son père continuait sa vie normalement. Même sa sœur agissait comme si ce n'était pas sa faute. À chaque fois qu'Olivier voyait le nom d'Émilie dans les nouvelles, cela lui tordait l'estomac. Il avait toujours cru que les adultes savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient justes et intelligents. Mais à présent, il voyait autre chose. Les adultes pouvaient se tromper. Les adultes pouvaient ignorer la vérité si cela leur paraissait plus simple. Et parfois, ils ne corrigeaient pas leurs erreurs par orgueil. C'était une chose difficile à apprendre, surtout lorsque ces adultes faisaient partie de votre propre famille. Olivier repensait sans cesse à tous les moments où Émilie l'avait aidé, aux fois où elle lui avait souri ou apporté un goûter lorsqu'il était triste. Elle ne méritait pas ce qui lui arrivait. Les journées semblaient interminables. Olivier attendait impatiemment l'appel de Marguerite. Elle lui avait dit que le rapport ADN prendrait quelques jours. Cela ne paraissait pas long, mais pour Olivier, chaque heure semblait une éternité. Il vérifiait son téléphone constamment. Il pensa même à retourner en cachette chez elle pour voir si quelque chose était arrivé, mais il ne voulait pas risquer d'être suivi. Alors, il attendait. Il restait discret à la maison, paraissant normal en surface, mais pensant sans cesse. Et si le tissu contenait vraiment le sang de Charlotte? Et si cela changeait tout? Et si son père refusait malgré tout d'y croire? Ses pensées l'obsédaient. À l'école, il n'arrivait pas à se concentrer. Au dîner, il parlait à peine. Il commença à préparer un plan au cas où le résultat ADN confirmerait ses soupçons. Marguerite lui avait dit de rester calme, mais Olivier savait qu'il devait se tenir prêt. Il ne voulait pas attendre que les adultes décident à sa place. Cette fois, il voulait agir. Au fil des jours, Olivier se mit à concevoir quelque chose de plus grand. Si les résultats prouvaient l'innocence d'Émilie, il n'allait pas garder cela secret. Il réfléchit à la manière de se faire entendre. Peut-être enregistrer une vidéo, écrire une lettre à un journal, ou même parler en public pour dire la vérité. Il n'était pas encore sûr de la forme, mais il savait une chose, il ne laisserait pas ce tissu être ignoré. Il ne laisserait pas sa sœur prétendre qu'elle n'avait rien fait. Et il ne laisserait pas son père se cacher derrière son argent et son pouvoir. Olivier avait fait son choix. Même si cela signifiait aller à l'encontre de sa propre famille, il se tiendrait du côté de ce qui était juste. Tout ce dont il avait besoin maintenant, c'était d'une preuve. Et elle allait bientôt arriver. À la maison, Richard Dubois commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Depuis plusieurs jours, tout semblait calme, mais une atmosphère lourde régnait dans le domaine. Richard remarquait de petits signes, des chuchotements dans les couloirs des portes qui se refermaient trop vite, et Charlotte plus distante que d'habitude. Un après-midi, en passant devant le salon, il entendit la voix de sa fille derrière la porte. Elle parlait au téléphone, arpentant la pièce nerveusement. Richard allait l'interpeller quand il s'arrêta net pour écouter. « Et s'il découvre pour le tissu ?» dit-elle d'une voix tremblante. Il se figea. Le tissu. Quel tissu? Il n'y avait pas pensé depuis le procès. Mais l'entendre dans la bouche de sa propre fille lui serra la poitrine. Il s'éloigna discrètement avant qu'elle ne le voie.
Au même moment, juste derrière la porte, Olivier était assis en silence, feignant de lire, mais écoutant chaque mot. Il entendit sa sœur et commença à prendre des notes. Rapidement, il écrivit tout dans un petit carnet qu'il gardait caché sous son matelas. Il ne voulait pas oublier la phrase exacte de Charlotte. C'était le genre de détail qui pourrait avoir de l'importance plus tard. Il ne pouvait pas se laisser emporter par ses émotions. Il devait rester concentré. Alors qu'il travaillait silencieusement sur ses notes, un événement inattendu se produisit. Un homme se présenta au portail demandant à voir Richard. Ce n'était ni un ami de la famille, ni un associé. C'était un journaliste d'investigation d'une chaîne de télévision locale. Il expliqua qu'il enquêtait sur le procès controversé et avait des questions sur l'affaire. Le majordome tenta de le renvoyer, mais Richard finit par se montrer. Le journaliste posa poliment des questions sur les preuves manquantes, l'absence de défense sérieuse pour Émilie et les possibles liens entre le juge et Richard. Celui-ci esquiva avec des réponses brèves, mais il sentait la pression monter. Les regards commençaient à se tourner vers lui. Dans sa chambre, Olivier réfléchissait. Tout s'accélérait. Sa sœur avait commis une erreur. Les médias commençaient à poser des questions. Son père ne paraissait plus aussi sûr de lui. Le soir venu, Olivier demanda à revoir Marguerite. Elle accepta, sentant que quelque chose d'important avait changé. Ils se retrouvèrent dans son jardin à l'abri des oreilles indiscrètes. Olivier expliqua ce qu'il avait entendu et lui montra ses notes. Marguerite écouta et hocha la tête. Puis, elle ouvrit son dossier et lui montra quelque chose d'encore plus crucial. Le laboratoire avait rendu les résultats ADN du tissu. L'échantillon provenait d'une femme. Marguerite le regarda droit dans les yeux et dit clairement « Ce n'est pas celui d'Émilie ». Olivier ne répondit pas tout de suite. Il resta figé, fixant la page. Voilà. Ce n'était plus seulement une hypothèse. Il avait désormais la preuve qu'Émilie n'était pas coupable. Mais cela signifiait aussi que quelqu'un d'autre l'était. Olivier resta assis silencieux, absorbant ce que Marguerite venait de lui révéler. Le résultat ADN confirmait tout ce qu'il avait pressenti. La tache sur le tissu provenait d'une femme, mais pas d'Émilie. La seule autre personne que cela pouvait être d'après ce qu'Olivier avait vu et se rappelait, c'était Charlotte. Cela changeait tout. Le procès était déjà remis en question par l'opinion publique, et à présent il y avait une preuve matérielle. Marguerite le regarda et dit « Le temps presse ». C'est à ce moment-là qu'Olivier prit sa décision. Il devait agir vite. Il ne pouvait pas attendre que d'autres réparent cette injustice. S'il restait silencieux, Émilie risquait de perdre des années de sa vie pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Il demanda à Marguerite de l'accompagner lors du nouveau procès. Le tribunal avait été contraint de rouvrir l'affaire sous la pression grandissante des médias et des manifestations publiques. Olivier n'avait plus peur. Il avait désormais une mission. Dans les jours précédant l'audience, il aida Marguerite à préparer chaque détail. Ils rassemblèrent les résultats d'analyse, organisèrent la chaîne de possession et mirent en ordre toutes les notes qu'Olivier avait écrites. Marguerite connaissait bien le fonctionnement des tribunaux, elle savait comment rendre tout cela officiel. Elle contacta un avocat prêt à plaider pour Émilie cette fois-ci. Pendant ce temps, Richard devenait de plus en plus tendu. Il n'arrivait plus à se concentrer en réunion. Il s'énervait contre le personnel et alla jusqu'à crier sur Charlotte un matin. Charlotte, de son côté, fuyait tout le monde. Elle sautait les repas et refusait de sortir. La culpabilité semblait la ronger de plus en plus. Olivier le voyait, mais ne disait rien. Il ne voulait pas de confrontation. Il voulait la justice. Il passait chaque minute libre à revoir les faits et à se préparer aux questions. Marguerite l'avertit que les choses risquaient de devenir difficiles au tribunal, mais Olivier s'en moquait. La vérité était de leur côté et il était prêt à parler. Enfin, le jour de la nouvelle audience arriva. Le palais de justice était plein à craquer. Des journalistes attendaient à l'extérieur, caméra à la main. Certains manifestants brandissaient des pancartes réclamant un procès équitable. À l'intérieur, Émilie s'assit en silence aux côtés de son nouvel avocat. Ses yeux semblaient fatigués, mais on y devinait une lueur d'espoir. Olivier entra dans la salle accompagné de Marguerite tenant dans ses mains le rapport ADN et son carnet. Richard, assis au premier rang, se retourna visiblement surpris. Leurs regards se croisèrent un instant. Olivier ne détourna pas les yeux. Il savait que son père avait peur désormais. Peur de ce qui risquait d'être révélé. Tout était en place. Le plan était simple.
dire la vérité, montrer les preuves et enfin donner à Émilie la défense qu'elle n'avait jamais eue. Lorsque le juge Moreau entra et que tout le monde se leva le cœur, d'Olivier battait fort, mais ce n'était pas de la peur. Il était prêt. Le plan pour rétablir la justice venait officiellement de commencer. Le jour de la nouvelle audience, le palais de justice était encerclé par des journalistes, des citoyens, avec des banderoles et des curieux. La pression publique avait été suffisante pour rouvrir le dossier. L'appel déposé par l'avocat commis d'office, désormais galvanisé par le soutien populaire, avait enfin porté ses fruits. Cette fois-ci, Olivier n'était plus un simple spectateur silencieux. Il était prêt à agir. Il se tenait devant le tribunal avec Marguerite qui avait tout aidé à organiser. À leur côté, sa mère, jusque-là restée neutre dans le conflit familial, se tenait désormais près de son fils. Elle parlait peu, mais sa présence donnait du courage à Olivier. En entrant, ils virent Richard accompagné de son avocat. Richard n'avait pas l'air inquiet. Il croyait encore que son pouvoir et ses relations allaient le protéger. Il lança un regard glacial à Olivier, mais le garçon ne réagit pas. Il continua d'avancer, serrant le tissu dans sa main. À l'intérieur, l'atmosphère était grave. Le juge Moreau siégeait aussi calme et sûr de lui que lors du premier procès, prêt à expédier l'affaire. Émilie entra escortée par un gendarme. Elle paraissait faible, mais déterminée. Elle avait désormais un avocat qui avait étudié le rapport ADN et croyait en son innocence. Richard, assis devant, discutait à voix basse avec son équipe juridique. Il semblait convaincu que rien d'important ne se passerait, que cette audience serait aussi facile à contrôler que la précédente. Le juge ouvrit la séance d'un ton neutre, mais tout le monde sentait la direction qu'elle prenait. Il écartait rapidement certaines preuves et ne remettait pas en cause les affirmations de Richard. Cela rappelait trop le premier procès. Les spectateurs mal à l'aise commençaient à murmurer. L'avocat d'Émilie protesta à plusieurs reprises, mais le juge balaya ses objections. C'est alors qu'Olivier se leva de son siège. Il avança d'un pas décidé, tenant le tissu plié contre lui. Il fixa directement le juge Moreau et dit « Je veux parler ». La salle tomba dans un silence total. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le juge fronça les sourcils et répondit « Asseyez-vous. Ce n'est pas votre place. » Mais Olivier ne bougea pas. Sa voix resta posée. « J'ai quelque chose qui prouve qu'Émilie n'a rien fait. » Avant que le juge ne puisse répliquer, Marguerite se leva à ses côtés. Elle parla d'une voix claire et assurée. « Cet enfant détient une preuve. » La salle plongea dans un silence total. Pour la première fois, le juge parut hésitant. Olivier s'avança encore, leva le tissu bien haut pour que tous puissent le voir. « C'est avec ceci que la montre a été volée, dit-il. Il y a du sang dessus, mais ce n'est pas celui d'Émilie. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Les journalistes se penchèrent en avant. Même le visage de Richard se crispa légèrement. Olivier remit le tissu et le rapport à l'huissier. Le juge examina le document sans rien dire. Marguerite expliqua qu'elle avait confié le tissu à un laboratoire médico-légal privé, que l'analyse ADN avait été réalisée selon des méthodes rigoureuses. Les résultats indiquaient clairement qu'il s'agissait du sang d'une femme, mais pas celui d'Émilie. L'avocat d'Émilie demanda que le document soit ajouté au dossier officiel. Le juge Moreau hésita, puis accepta. Richard bougea sur son siège. Son avocat lui souffla quelques mots, mais Richard secoua légèrement la tête. Pour la première fois, il semblait incertain. Charlotte, assise discrètement au fond, baissa la tête. Olivier ne quittait pas le juge des yeux. « C'est moi qui ai demandé le test », dit-il calmement et distinctement. « Je l'ai fait parce que personne d'autre ne l'a fait. » « Et j'ai appuyé sa démarche », ajouta Marguerite. « Nous avons aussi des notes et des témoignages qui corroborent ce qu'il dit. » La salle était redevenue silencieuse, mais cette fois, personne n'osa interrompre. L'avocat d'Émilie rappela alors au juge la chronologie des faits, soulignant les failles de l'enquête initiale. Il expliqua comment le procès expédié avait ignoré des procédures élémentaires, comment personne n'avait envisagé d'autres suspects possibles. Il mentionna aussi la conversation qu'Olivier avait surprise entre Charlotte et son amie lorsqu'elle avait dit « Et s'il découvre, pour le tissu ?» Le juge Moreau écoutait visiblement mal à l'aise et demanda au greffier de vérifier les pièces du dossier relatives à Charlotte. La jeune fille nerveuse comprit que la situation lui échappait. La confiance de Richard commençait à s'effriter.
Même l'avocat commis d'office admit qu'Émilie n'avait jamais été correctement défendue et que sa version n'avait pas été prise au sérieux. Tout changeait à une vitesse fulgurante. L'ambiance n'était plus biaisée en faveur de Richard. Pour une fois, la vérité pouvait enfin respirer. Olivier retourna à sa place à la fois nerveux et soulagé. Il l'avait fait. Il avait osé parler devant tous, même lorsque le juge avait tenté de l'en empêcher. Marguerite lui adressa un discret signe de tête fier de son courage. Sa mère, toujours assise non loin, le regardait avec un respect silencieux. Richard lui évitait soigneusement le regard de son fils. Son visage était tendu. Lui qui avait toujours cru pouvoir contrôler le système, comprenait que cette fois, les choses étaient différentes. Le juge annonça qu'il lui fallait du temps pour examiner ces nouvelles preuves avant de rendre sa décision. L'audience fut suspendue. Les journalistes se précipitèrent dehors pour annoncer la nouvelle en direct. Émilie resta assise, les larmes aux yeux, mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était de l'espoir. Olivier, immobile, fixait droit devant lui. La vérité était désormais sur la table. Les puissants ne pouvaient plus la cacher. Et ainsi, la vérité commença à éclater au grand jour. La session finale reprit après une courte pause. Tous regagnèrent la salle d'audience dans un mélange de tension et de curiosité. Les journalistes occupaient les derniers rangs, caméras discrètement allumées. Le juge entra et appela au silence. Le rapport du laboratoire avait été authentifié. Il ouvrit le dossier, parcourut les résultats, puis déclara « L'ADN trouvé sur le tissu appartient à une femme, Charlotte Dubois ». Un souffle de stupeur parcourut la salle. Richard cligna des yeux abasourdis. Il fixa le juge, puis sa fille. Charlotte resta figée sur sa chaise. Le rapport expliquait aussi que le tissu avait servi à saisir la montre et que la tache de sang correspondait à une coupure récente. Une preuve impossible à nier. Marguerite fut appelée à la barre en tant qu'experte. Elle exposa point par point comment le tissu avait été retrouvé et analysé. Elle décrivit simplement le processus d'analyse ADN et souligna que les résultats avaient été vérifiés plusieurs fois. Elle précisa que l'échantillon n'avait subi aucune altération et que les conclusions étaient définitives. La tâche a été faite lors du retrait de l'objet, dit-elle. La personne s'est coupée probablement sur le verre ou le métal. Elle montra des schémas et des relevés horaires correspondant à la chronologie présentée par Olivier. Cela a été fait rapidement, sans gants et sans précaution, ajouta-t-elle. La cour écoutait attentivement. Même le juge Moreau ne pouvait contester la science. Marguerite n'accusa personne directement, mais son exposé pointait clairement Charlotte. Richard, serrant la mâchoire, restait muet. Le silence dans la salle d'audience devint plus lourd encore, tandis que tous les regards se tournèrent vers Charlotte. Finalement, incapable de supporter davantage, elle se leva et parla d'une voix tremblante. « Je n'avais pas l'intention de la voler, dit-elle, la voix brisée. Je voulais seulement la montrer à mes amis. Je trouvais ça fascinant et je savais qu'on ne me laisserait jamais y toucher. » Elle baissa les yeux et continua. « Je ne voulais rien casser. Je me suis coupé la main en ouvrant la vitrine. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. » Ces paroles plongèrent la salle dans un silence encore plus profond. Émilie resta pétrifiée sur sa chaise. Le public commença à murmurer, partagé entre colère et stupeur. Richard porta une main à sa bouche. Pour la première fois, il ne paraissait plus puissant, mais impuissant. Charlotte poursuivit, les larmes aux yeux. « J'ai cru qu'en me taisant, tout disparaîtrait. Je ne savais pas qu'on allait accuser Émilie. » Le juge regardait autour de lui, nerveux. Les journalistes se chuchotaient des choses à l'oreille. Certains tapaient déjà des titres sur leurs ordinateurs pour publier en direct. Le magistrat tenta de reprendre le contrôle, appela au silence et lut quelques passages du code de procédure. Mais c'était trop tard, la salle lui échappait. Les médias diffusaient des mises à jour en temps réel. L'affaire explosait désormais à l'échelle nationale. La fille d'un milliardaire avait provoqué une condamnation injuste. Une gouvernante loyale avait été humiliée. Et c'est un enfant qui avait révélé la vérité. Richard se leva, voulut parler, mais le juge lui ordonna de rester assis. L'avocat d'Émilie exigea l'abandon immédiat des charges. Le juge Moreau hésita, visiblement sous pression, mais avec la confession, les preuves et l'attention médiatique, il n'eut pas le choix. L'affaire contre Émilie Dubois est classée. Des applaudissements éclatèrent. Certains se levèrent. Émilie, figée, ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire. Le gendarme à ses côtés lui ôta discrètement les menottes. La justice était enfin rétablie.
À peine l'audience levée, la presse se rua sur les marches du tribunal. Flash, micro-questions fusaient de partout. La scène vira au chaos. Richard tenta de s'éclipser rapidement, mais les journalistes le poursuivaient. Pourquoi avoir soutenu une condamnation injuste? Saviez-vous que votre fille était impliquée? Allez-vous indemniser Émilie? Il ne répondit pas. Son équipe de sécurité le fit monter dans la voiture. À l'intérieur, Charlotte sanglotait en silence, fixant ses mains. Émilie sortit du tribunal avec Marguerite et Olivier, entourés de caméras et d'acclamations. Son nom était blanchi, mais les blessures mettraient du temps à guérir. Pourtant, dans son regard brillait enfin un soulagement. Olivier resta près d'elle, fier, mais épuisé. Le pays entier suivait l'affaire en direct. Les chaînes d'information diffusaient des éditions spéciales. L'opinion publique se retourna violemment contre le nom Dubois. Leur influence n'avait plus d'importance. La vérité avait pris le dessus et la population exigeait des réponses. Dans la voiture, Richard resta silencieux, le regard perdu par la vitre. Il ne dit pas un mot à Charlotte. Oui, elle avait commis une erreur, mais au fond de lui, il savait que la plus grave avait été la sienne. Il avait exigé un procès expéditif. Il avait ignoré ceux qui posèrent des questions. Il avait fait taire le personnel, exercer des pressions sur le juge, refusé d'envisager l'innocence d'Émilie. Il avait choisi l'orgueil plutôt que l'équité, le pouvoir plutôt que la responsabilité, et désormais tout le monde le savait. Il s'appuya contre le dossier du siège et croisa le regard d'Olivier. Le garçon assis en face de lui fixait droit devant lui sans un mot, mais son expression disait tout. Ce n'était pas de la colère, ni de la peur. C'était de la déception profonde et douloureuse, plus lourde que tout le reste. À cet instant, Richard comprit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Il avait perdu la confiance de son fils, et aucun rapport ne pourrait réparer cela. La salle d'audience était encore pleine lorsque le juge clôtura officiellement l'affaire. Les caméras tournaient, les journalistes observaient, et la plupart pensaient que l'histoire se terminerait par des suites judiciaires. Beaucoup supposaient qu'Émilie allait intenter un procès contre Richard. Elle en avait toutes les raisons, accusée à tort, humiliée publiquement, emprisonnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. La plupart à sa place auraient été en colère et prêtes à se battre. Les avocats commençaient déjà à préparer les dossiers et le juge attendait de savoir si Émilie allait engager des poursuites. Émilie se leva lentement, inspira profondément et fixa Richard toujours assis. Son expression n'était ni colérique ni amère. Elle attendit que la salle se calme, puis parla d'une voix claire, audible de tous. « Je vous pardonne. La vie m'a appris que la haine ne fait que nous empoisonner. » Personne ne bougea. Même le juge resta figé. Les gens se regardèrent incrédules. Émilie venait de tourner le dos à une occasion facile d'abattre l'un des hommes les plus puissants du pays, et elle avait choisi de lui pardonner à la place. Le juge Moreau resta stupéfait. Il s'attendait à des plaintes, des poursuites, peut-être un discours rempli de reproches, mais face à cela, il ne trouva rien à dire. Même Olivier regarda Émilie avec surprise. Richard, toujours assis, la fixait. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Pour la première fois de sa vie, il pleura devant les autres, non par colère ou frustration, mais par véritable regret. Il se leva lentement, tremblant, et parla d'une voix faible. « Je suis désolé, vraiment désolé. » Il marcha vers Olivier et serra son fils dans ses bras. Puis, se tournant vers Émilie, il murmura « Merci de ne pas m'avoir détruit. » Il n'y eut ni éclat de voix, ni flash à ce moment-là. Même les journalistes gardèrent leur distance. Émilie ne pleura pas et ne sourit pas non plus. Elle hocha simplement la tête. Pour elle, le pardon n'était pas une émotion ni une mise en scène, mais une décision personnelle. Elle avait souffert, oui, mais elle voulait avancer. Elle avait passé assez de temps enfermée dans la douleur et l'injustice. Olivier s'approcha d'elle et lui prit la main. C'était un geste simple, mais il signifiait tout. Du respect, du soutien. Émilie lui lança un regard reconnaissant. Il avait été le seul à croire en elle quand personne d'autre ne le faisait. Et maintenant, alors que la salle d'audience se vidait peu à peu, elle ne demanda qu'une seule chose. « Je veux seulement vivre en paix. Pas de procès, pas de conférence de presse, pas de vengeance. Juste une vie tranquille. » C'était tout ce qu'elle avait jamais désiré. Les gens dans la salle comprirent qu'il venait de se passer quelque chose de rare. Une femme injustement condamnée choisissait la paix plutôt que la punition. Richard resta immobile, absorbant chaque mot. Quelque chose se brisait en lui.
Pendant des années, il avait utilisé le pouvoir pour contrôler, gagner, faire taire. Mais rien de tout cela ne l'avait sauvé. Ce qui avait tout changé, c'était un simple acte de bonté, le pardon. Émilie n'attendait rien de lui, ni argent, ni faveur, ni attention. Elle voulait seulement continuer sa vie. Cette vérité frappa Richard de plein fouet. Le juge, apaisé, consigna les mots d'Émilie au dossier final et la laissa partir sans aucune restriction. Marguerite s'avança pour la féliciter. Même le personnel du tribunal se leva à son passage. Émilie était entrée là en criminelle présumée. Elle repartait avec sa dignité, sa force et son nom lavé à jamais. De retour chez elle, la nouvelle se propagea rapidement. Les médias rapportaient cette fin inattendue. Émilie pardonne à Richard, titrait un journal. Le milliardaire s'effondre au tribunal, écrivait un autre. Dans tout le pays, on débattait de sa décision. Certains la trouvaient courageuse, d'autres disaient qu'elle avait manqué une chance d'obtenir justice. Mais Émilie se moquait de l'opinion publique. Elle retourna dans le petit appartement que Marguerite lui prêtait provisoirement, éteignit son téléphone, fit du thé et s'assit à la fenêtre. Elle regarda la rue. C'était calme. Et c'était tout ce qu'elle voulait. Pendant ce temps, Richard, enfermé dans son bureau, réfléchissait. Il regardait autour de lui les meubles, les trophées, les portraits, et comprit que rien de tout cela n'avait de sens sans paix intérieure. Sa fille restait cloîtrée dans sa chambre. Son fils lui parlait à peine. Sa réputation avait changé à jamais. Mais au lieu de se sentir écrasé, il ressentit quelque chose de nouveau, un véritable désir de s'amender. Le lendemain matin, Richard fit un choix. Pas parce qu'on le lui ordonnait, pas parce qu'il craignait d'autres révélations ou de nouveaux scandales, mais parce que pour la première fois, il voulait sincèrement changer. Il appela son avocat et déclara qu'il ne s'opposerait pas si Émilie décidait un jour d'intenter une action. Il demanda à son équipe d'annuler toute communication publique. Puis il demanda à voir Olivier seul. Ils s'assirent dans le jardin, père et fils. Richard dit « Je t'ai déçu. Je l'ai déçu. Mais je veux réparer ce que je peux. » Olivier ne répondit pas immédiatement, mais il écouta. Plus tard dans la journée, Richard écrivit une lettre personnelle à Émilie la remerciant et lui offrant une aide réelle, sans contrat, sans condition. Une lettre de respect. Émilie la reçut, mais ne répondit pas tout de suite. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle avait déjà dit tout ce qui comptait et Richard avait enfin entendu. Une semaine après le scandale au tribunal, le pays en parlait encore. Les chaînes d'infos, les plateformes en ligne, les journaux suivaient l'histoire d'Émilie, de Richard, de Charlotte et d'Olivier. Puis un nouvel événement surprit tous. Richard convoqua une conférence de presse. On s'attendait à un discours de défense ou à des justifications juridiques. Au lieu de cela, il monta au micro, prit une grande inspiration et déclara « J'ai commis de nombreuses erreurs. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour demander pardon. Je suis ici pour prendre mes responsabilités. » Il annonça qu'il ferait don d'une partie importante de sa fortune personnelle à Émilie Dubois. « Ce n'est pas de la charité, » déclara Richard. « C'est de la justice, une réparation, et elle aurait dû avoir lieu depuis longtemps. » La salle se tut. Les journalistes se regardèrent incrédules. Certains applaudirent, d'autres demandèrent s'il y avait été contraint. « Non, » répondit Richard. « Personne ne m'y a forcé. Je dois le faire pour moi-même. » Et ce n'était que le début. L'annonce provoqua un tumulte national. Les médias explosèrent avec des titres comme « Un milliardaire offre sa fortune comme justice, non par pitié ». Certains louaient le geste, le qualifiant d'honorable. D'autres se montraient sceptiques, estimant qu'il s'agissait d'une stratégie pour redorer son image. Mais Richard n'accorda aucune interview supplémentaire. Il prit une autre décision publique, il se retira officiellement de son empire. Il confia la direction à un conseil d'administration de confiance et démissionna de toutes ses fonctions exécutives. Dans un communiqué distinct, il rompit ses liens avec le juge Moreau et demanda qu'une enquête indépendante soit menée sur ses agissements. En quelques jours, le magistrat fut suspendu en attendant un examen. Pour Richard, il ne s'agissait plus de réputation. Il voulait s'éloigner des lieux où son orgueil avait régné. Il quitta provisoirement le domaine du bois et choisit de vivre plus modestement. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « J'ai besoin de comprendre la vie autrement désormais », et il le pensait vraiment. Émilie, désormais blanchie légalement et publiquement, reçut les fonds mais refusa de les utiliser pour un luxe personnel. Elle n'avait aucun intérêt à acheter des vêtements coûteux ni à s'installer dans un manoir. À la place, elle lança un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Elle utilisa une partie de l'argent pour fonder une école de formation destinée aux femmes en difficulté
celles qui avaient perdu leur emploi, échappé à des violences conjugales ou manquaient de soutien. Le lieu offrirait des cours gratuits, un hébergement et un accompagnement psychologique. Elle l'appela « Institut Olivier » en hommage au garçon qui avait risqué tant pour rétablir la vérité. Quand elle annonça ce nom à Olivier, il resta sans voix. Il se contenta de sourire et de la serrer dans ses bras. La communauté réagit avec enthousiasme. Des bénévoles affluèrent, des professionnels offrirent leur aide et des femmes venues de tout le pays s'inscrivirent. Le projet d'Émilie n'était pas seulement un lieu de reconstruction, mais un espace de dignité, de compétence et d'indépendance, un endroit où la justice signifiait opportunité. Au début, Richard resta à l'écart. Il ne voulait pas que sa présence brouille le message, ni que l'on pense que l'Institut appartenait à lui. Mais avec le temps, il commença à s'y rendre incognito. Il utilisa un faux nom et s'inscrivit comme simple bénévole discret, pour nettoyer les salles et servir les repas. Émilie le reconnut aussitôt, mais ne dit rien. Elle le laissa venir et apprendre. Il ne demanda jamais de traitement spécial. Il suivait les règles, passait la serpillière, écoutait les cours. Peu à peu, quelque chose changea en lui. Il rencontra des femmes qui avaient vécu des épreuves qu'il ne pouvait imaginer. Il assista à des ateliers sur la résilience, l'échec, la reconstruction. Il ne fit jamais de discours. Il observait, écoutait, aidait. Un jour, quelqu'un demanda qui il était. Émilie sourit et répondit « Quelqu'un qui apprend ». C'est devenu son rôle. Il n'était plus l'homme qui contrôlait, mais une personne cherchant à comprendre la vie autrement. De son côté, Émilie commença à enseigner un cours à l'Institut intitulé « Éthique et dignité ». C'était une petite classe 2 fois par semaine, où elle parlait de choix de respect et de la valeur de la vérité. Elle utilisait sa propre histoire comme leçon, non pour susciter la pitié, mais pour montrer que la vie pouvait continuer après l'injustice. Elle rappelait aux femmes que le silence face aux mensonges est dangereux et que le courage n'est pas toujours bruyant. Certaines élèves étaient timides, d'autres en colère contre le monde. Émilie les guidait avec patience. Elle leur répétait que la justice ne signifiait pas vengeance, mais restauration de ce qui est juste. Olivier, devenu adolescent, passait parfois après l'école. Il aidait à enregistrer des vidéos et à prendre des photos pour le site de l'Institut. Son sens du bien et du mal n'avait pas changé. Au contraire, il s'était renforcé. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Pour le premier anniversaire de l'Institut, une petite cérémonie fut organisée. Les étudiantes partagèrent leurs histoires, les familles vinrent visiter et quelques chaînes locales couvrirent l'événement. Vers la fin, Émilie demanda à Olivier de prendre la parole. Il n'avait pas préparé de longs discours. Il se contenta de se placer devant une caméra et de dire « La justice ne vient pas du pouvoir. Elle vient du choix de faire ce qui est juste, même quand on est petit. » La salle se tut. Cette simple phrase résumait à elle seule tout le chemin parcouru. Les gens applaudirent. Pas parce qu'il parlait comme un chef, mais parce qu'il avait dit la vérité. Richard, resté au fond, essuya discrètement ses yeux. Émilie se plaça aux côtés d'Olivier et posa une main sur son épaule. Ce moment n'était pas une question de titre ou d'argent. C'était une question de changement. Un vrai changement. Celui qui commence modestement et grandit à travers les actes. Ainsi, l'histoire ne se termina pas. Elle continua un choix honnête après l'autre. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce récit. Je suis très heureux que vous soyez allés jusqu'au bout. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quel a été selon vous le meilleur ou le pire moment. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.